Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier atelier organisé dans le cadre du congrès de l'Intech. On va commencer, même si a priori les annonces pour démarrer le premier débat n'ont pas été entendues par tout le monde. Je vous propose quand même qu'on commence. Donc je m'appelle Paul Falzon, je suis journaliste et l'Intech m'a confié l'animation des débats qui rythmeront ces 2 jours de congrès. Congrès qui, comme vous le savez, congrès qui est dédié, comme vous le savez, cette année à la décarbonation et à l'enjeu des nouveaux modèles à développer pour accompagner cette décarbonation, nouveaux modèles économiques essentiellement, mais aussi nouveaux modèles de coopération, de collaboration entre acteurs de la construction. Je pense que ça sera beaucoup au cœur de ce premier atelier. Donc avec un premier atelier dédié ce matin à la rénovation. Mais avant de rentrer dans le vif de la réflexion, on va vous passer une vidéo. L'Intech a reçu pas mal de vidéos de soutien pour l'organisation de ce congrès. La dernière en date, on l'a reçue hier soir. Elle nous est venue de David Lisnard, j'espère que je prononce bien son nom, président de l'AMF, l'Association des maires de France, qui vient par ailleurs, l'AMF, je crois, de renouveler une convention de partenariat avec l'Intech. Monsieur Lisnard tenait à s'associer à ce congrès et à sa thématique. Donc je vous propose qu'on lance la vidéo tout de suite. En tant que président de l'Association des maires de France, je souhaite un excellent 50e congrès à l'Union nationale des économistes de la construction, à son président, Franck Desmond, et à toute son équipe que je salue. Je regrette vraiment de ne pouvoir être parmi vous, d'autant plus que les liens entre l'AMF et l'UNTAG sont anciens, ils datent de 1995, et que nous sommes convenus de les renforcer avec des objectifs qui collent exactement d'ailleurs à l'objet de ce congrès, au thème directeur de ce 50e congrès, comment construire de façon décarbonée dans la construction, mais surtout ensuite dans la vie du bâtiment concerné, et puis bien sûr comment faire concilier cette exigence impérative écologique de lutte contre la part anthropique du réchauffement climatique qui dépend en partie de l'isolation et de la conception des bâtiments, mais aussi de l'enjeu écologique et économique, puisque un bâtiment sobre, c'est un bâtiment économe. Inflation, lutte contre le réchauffement climatique, 2 thèmes fondamentaux, dont un est totalement structurant et engage nos générations. Et c'est pourquoi je vous dis tout l'intérêt qui est le nôtre de travailler à vos côtés, tous les regrets que j'ai de ne pouvoir être parmi vous, et salue la proactivité de cette profession qui est au cœur réellement de la gestion de la cité, de l'aménagement de la cité. Les communes, les collectivités sont des maîtres d'ouvrage, sont aussi des clients de prestations, et il est temps que la spécificité, la singularité et surtout l'intérêt des économistes de la construction soient reconnus comme tels. C'est dans cet esprit que nous travaillerons au cours des prochaines années entre l'Intech et l'AMF. Bons travaux à vous et à bientôt. Merci pour lui. Thomas Rébert, je vous propose juste de réagir rapidement à cette vidéo. Vous êtes vice-président de l'Intech en charge des relations avec les territoires. Et le travail avec l'AMF, avec les collectivités, est central pour l'Union. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Juste 2 mots. Donc le micro marche, c'est parfait. Donc effectivement, moi je suis en charge des relations avec les territoires et on va évidemment prendre la main tendue par l'AMF pour travailler en partenariat avec eux, mais ça on le fait depuis déjà très longtemps. Il faut juste savoir qu'il y a aussi des groupes de travail, un groupe de travail qui a été donc mis en place justement pour travailler sur l'adhésion et aller voir donc les maires de France. Ce groupe de travail, c'est la Normandie qui le porte aujourd'hui et le but, c'est que tout ce fruit de tout ce travail soit porté ensuite sur tout le territoire. Et donc, voilà, c'est évidemment, on travaillera de pair et on ira dans le sens de travailler avec l'AMF, bien sûr. Parfait. Donc peut-être un peu partout pour les adhérents de l'Intech, d'autres groupes de travail bientôt qui permettront justement de renforcer ce travail avec les mairies, les collectivités, notamment les petites municipalités. Allez, donc je vous propose qu'on se lance sur ce débat dédié à la rénovation. Bon, décarbonation, on pense peut-être plus spontanément à la RE 2020, à la construction neuve. Il en sera pas mal question, je pense, dans cet après-midi et demain dans les 2 prochains débats
du Congrès. Mais la rénovation, l'ANTEC a souhaité quand même commencer le débat avec cette thématique. Pourquoi? D'abord parce que, comme vous le savez, la construction neuve ne renouvelle chaque année qu'environ 1% du parc. Donc on a une grande majorité du potentiel de décarbonation et d'économie d'énergie dans les bâtiments existants. Et ensuite, parce que les dispositifs ont pas mal bougé ces derniers mois, vous aurez noté sans doute la création du dispositif Mon Accompagnateur Rénov' ou plus récemment l'interdiction le gel des locations sur les logements les plus énergivores. Donc tout ça crée une dynamique de marché. Ce matin, on va revenir sur ces opportunités de marché qui s'ouvrent pour tous les acteurs de la construction. Et on va s'interroger sur les leviers à mettre en œuvre pour réussir cette massification de la rénovation. Donc comment mieux faire travailler ensemble architectes, économistes, entreprises, bien sûr maîtres d'ouvrage. Et pourquoi pas ensuite, comment imaginer de nouveaux modèles de collaboration au sein de la filière construction. Et j'aimerais commencer pour cela avec vous, Pierre Évrard. Vous êtes chargé de mission développement durable et rénovation énergétique au sein de l'AFNAIM, donc le syndicat des professionnels de l'immobilier. Votre fédération, c'est un interlocuteur privilégié pour les copros qui souhaitent s'engager dans les travaux de rénovation énergétique. Alors, deux questions. Est-ce que vous sentez déjà aujourd'hui une hausse de la demande, une hausse des projets de rénovation énergétique dans ces copropriétés? Et surtout, quelles sont vos attentes par rapport aux équipes de maîtrise d'œuvre? Oui. Grand merci pour cette très belle présentation, parce que c'est vrai que les agents immobiliers, on les connaît, vous savez, les syndics, les gestionnaires, les transactionnaires. Avant tout, ce sont des acteurs du logement, acteurs du logement privé. La fédération, j'ai repris quand même quelques chiffres pour donner les choses. On gère 191 000 copropriétés, ce qui représente 5,2 millions de logements. C'est à peu près la moitié du parc. Et en gestion locative, c'est 1,8 million de logements. Donc des biens, quelque part, dont on connaît les propriétaires et qui confient, je dirais, la bonne gestion locative, la bonne gestion immobilière à nos professionnels adhérents à la FNAIM. Alors évidemment, est-ce qu'on sent un mouvement? Je dirais oui. Est-ce qu'on sent l'intégralité de ce mouvement et la puissance? Pas encore. Pas encore parce que, vous l'aurez bien compris, on est un petit peu là dans les premières lignes. Une loi a été votée l'année dernière, cette fameuse loi climat et résilience, qui est venue un petit peu chambouler toutes les cartes et donner cette fois un timing assez précis. On a eu deux outils. Un premier outil, ça a été le nouveau DPE, qui nous demande à tous de regarder différemment les notations. Ça veut dire qu'avant, on avait uniquement de la performance énergétique. Maintenant, on a de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre, ce qui rebalaye toutes les cartes. Ce qui nous a fait très peur, parce que les premiers résultats, on nous a annoncé 4,8 millions de passoires énergétiques, donc des biens classés F et G à traiter. Et finalement, à l'heure actuelle, les premiers chiffres nous indiquent que c'est 20% du parc, donc 7,2 millions de logements. Ces biens F et G, nous, la crainte que nous avons en tant qu'acteurs du logement, c'est des interdictions de location qui se mettront en place dès 2025 pour les biens classés G, en 2028 pour les biens classés F et potentiellement en 2034 pour les biens classés E. Et c'est là où nous allons tous être confrontés à un mouvement de rénovation vraiment d'ampleur. Et quelque part, on en discutait un petit peu précédemment, c'est globalement, on a un enjeu, un challenge commun entre toutes les différentes professions, qui est peut-être l'équivalent de ce que nos anciens ont connu avec la reconstruction. Et c'est là où on doit faire appel, parce on doit gérer aussi, je dirais, les côtés humains, financiers, techniques. On ne joue pas à effectif illimité. C'est là où vraiment on doit avoir les bonnes compétences aux bonnes places et quelque part toute la bonne coordination entre tous ces professionnels de l'acte de rénover. Et c'est pour ça que les économistes ont un rôle majeur à jouer dans toute cette maîtrise d'œuvre et vraiment toute cette architecture de la rénovation. C'est quoi les clés pour vous d'une rénovation réussie dans une copropriété? On connaît les lourdeurs parfois de prise de décision, d'études. Voilà, quelles seraient vos demandes par rapport aux équipes de maîtrise d'œuvre pour la bonne réalisation d'une campagne de travaux?
Disons que la copropriété, c'est vraiment l'humain par excellence. C'est des décisions qui sont collectives. Donc c'est tout un jeu, je dirais, humain, mais quelque part, il y a aussi évidemment les facteurs clés de succès. Clairement, en rénovation énergétique, nous avons l'audit énergétique, nous avons aussi le diagnostic technique global, le fameux DTG, qui, quand il est bien réalisé, quand c'est un document de combat, permet vraiment d'avoir l'adhésion. Par contre, il faut, sans empiéter sur comment dire, les compétences des autres intervenants, avoir la capacité de transférer quelque part de l'information technique, sans être un expert technique. Ce n'est pas le rôle d'un syndic, mais vraiment voilà, d'expliquer un petit peu les choses aux copropriétaires. Et clairement, un économiste, il faut rassurer aussi ces copropriétaires sur ce qui va se passer, combien ça va coûter, quel va être mon habitat, quel va être mon habitat demain. Et c'est là vraiment où il y a quelque chose d'extrêmement important. Nonobstant aussi, évidemment, l'efficacité technique et financière. Donc une phase plutôt de montage d'opération qui est... Enfin, à la fois d'études, puis de montage d'opération qui... Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, vous avez les réponses, justement, en face de vous, au sein des économistes ou des architectes, des différents acteurs de la maîtrise d'œuvre? Pour l'instant, il y a beaucoup de rénovations qui ont été faites, mais quelque part, on était peut-être au balbutiement. On était peut-être à la phase un petit peu expérimentale, un petit peu personnalisée dans différents territoires. Est-ce que c'est en capacité de répondre à l'afflux massif de rénovation? Peut-être pas. Et c'est vraiment le bon moment, à l'heure actuelle, de nous coordonner tous ensemble pour être en capacité de répondre à cet enjeu. Donc un enjeu de coordination et puis un enjeu de financement. Comment vous abordez ce... Parce que c'est quand même toujours le nerf de la guerre. Alors, au sein de la fédération, on a une petite spécificité, c'est que nous sommes en capacité de signer des accords et des partenariats. Et je ne vous cache pas, je suis heureux de l'annoncer, on a signé un accord qui nous permet de financer tout type de travaux de rénovation sur toute la France, et quel que soit le bien. Voilà. Donc quelque chose qui nous permet d'accompagner, vous savez, le fameux reste à charge, hein, au-delà des différentes aides, mais sur une maison individuelle et aussi une copropriété. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce sujet, sur peut-être... Non, ça va, j'ai hâte d'entendre la réaction, les points de vue, les réactions et voir toute la convergence. Eh bien, on va enchaîner. Alors, peut-être avec vous, justement, Thomas Rébert. Donc, on vous a déjà vu il y a quelques minutes. Vous êtes toujours vice-président de l'Intec en charge des relations avec les territoires, mais vous êtes également économiste de la construction, avec une bonne part de votre activité qui est déjà, je crois, axée sur la rénovation de logements collectifs. Alors, comment vous voyez l'évolution de ce marché? On en parlait rapidement tout à l'heure. Il y a, je crois, une vraie accélération. Et surtout, quel peut être le rôle de l'économiste, puisqu'on est ici au congrès de l'Intec, pour bien aborder ces rénovations dans les copropriétés notamment. Alors c'est vrai qu'on a toujours fait tous un peu de réhabilitation thermique pour les bailleurs sociaux puisqu'ils ont été précurseurs dans le domaine. Aujourd'hui on a un nouveau marché qui est la rénovation thermique des bâtiments privés. Et c'est vrai qu'il y a une accélération un peu folle depuis, je dirais, 1 an où on a des demandes quasiment quotidiennes de syndics qui viennent nous voir, donc soit en tant que maîtrise d'œuvre directe, donc on en parlait tout à l'heure, de toute façon on ne saura travailler qu'en partenariat avec des architectes, avec des thermiciens, et tout ça c'est une vraie équipe de maîtrise d'œuvre classique en fait, hein, avec chacun ses spécialisations, ses spécialités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un marché qui va être colossal dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent même, je dirais, avec le seul bémol, c'est peut-être les prises de décision qui sont relativement longues. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours bonne volonté, plein de bonne volonté, mais il y a toujours ces fameuses AG qui sont là récurrentes et qui définissent on vote pas, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Donc effectivement, on est plutôt sur des marchés qui sont un peu longs pour finir au final. Moi, j'ai découvert qu'on avait des copropriétés qui étaient copropriétés privées, qui étaient colossales, avec 100, 200 logements, donc 200 ou 300 copropriétaires à mettre d'accord. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Donc, c'est des marchés qui sont relativement importants, des marchés qui sont relativement lourds.
mais ça reste des opérations entre guillemets classiques pour de la réhabilitation thermique. Voilà, donc en tant qu'économiste, il y a un vrai marché, un marché qui est porteur, évidemment. Je pense qu'avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on vit, et ça nous l'a encore conforté hier avec la visite d'Atlantec, aujourd'hui, on va peut-être tendre vers de la zéro consommation pour être autonome. Et donc, pour ne pas consommer, il faut isoler, il faut tout isoler. Et je dis toujours que l'économiste, il prend toujours de la hauteur sur les bâtiments parce qu'on a des connaissances, on n'est pas vraiment des spécialistes, on est toujours des généralistes, donc on maîtrise un peu la thermique, on maîtrise forcément la technique, on maîtrise l'économie, et puis de temps en temps, on a un œil sur l'architecture. et donc du coup, on a cette particularité de prendre de la hauteur et de pouvoir proposer des scénarios à la fois thermiques, à la fois techniques, qui sont souvent le fruit d'une prise de décision après en AG. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Hein, donc combien ça coûte et surtout combien c'est subventionné. Donc en fait, les missions, elles sont assez larges, assez vastes. J'aime bien aussi dire que chaque bâtiment est différent, donc chaque opération est différente. Donc on ne fait jamais la même chose d'une opération à l'autre, même si ça peut être récurrent. On ne fait pas la même chose à La Rochelle qu'à Lyon, qu'à Rouen, qu'à Lille. Et donc, on a un bâtiment, une opération et différents scénarios à proposer à nos clients. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de notre métier. Voilà. Comment on permet à chacun aussi dans l'équipe de maîtrise d'œuvre de trouver sa place? Vous le disiez, voilà, l'économiste, il a des atouts, il est assez généraliste, mais il y a quand même derrière potentiellement un architecte, des bureaux d'études. Est-ce que vous avez, vous, voilà, dans les marchés que vous avez déjà traités, des exemples de collaboration réussie? Alors, c'est très, très vaste. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un bâtiment, une opération, une équipe, et à chaque fois, on a un montage différent. Par moment, c'est le thermicien qui est mandataire, par moment, c'est l'architecte qui est mandataire, par moment, ça peut être l'entreprise qui est mandataire, sous forme de conception-réalisation aussi. Je vais passer quelques marchés comme ça, même en promotion privée, enfin chez les copropriétaires. Donc, effectivement, il faut à chaque fois se reposer les bonnes questions, adapter son marché de maîtrise d'œuvre à l'opération elle-même. Donc, est-ce qu'il y a un modèle particulier? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des contrats tout faits qui pourraient satisfaire tout le monde? Je ne pense pas non plus. Mais il faut se repenser, reposer les bonnes questions à chaque fois et adapter le montage avec soit peut-être un architecte mandataire sur des très grosses opérations. Quand ça devient beaucoup plus technique, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Enfin voilà, pour l'instant, moi, je n'ai pas identifié d'articulation vraiment spécifique pour une opération plus qu'une autre. Vous avez évoqué, je crois, rapidement la question des subventions. C'est aussi un enjeu majeur sur le financement de ces projets. Alors jusqu'à présent, il manquait. Enfin, j'avais remarqué moi qu'il y avait un chaînon manquant. C'était comment est-ce que je vais à la pêche aux subventions? Parce que nous, on ne connaît pas les subventions. Souvent, les syndics balbutient un peu qui je vais voir, comment je vais voir, est-ce que je vais avoir le droit à un peu de sous, etc. Et il y a eu donc récemment, depuis 1 an, je crois, l'obligation d'avoir un AMO dans ces équipes-là, justement, qui, lui, monte les dossiers de subvention. Et je parle de la région rouennaise, que je connais très bien. La métropole a mis en place un pôle dédié avec une personne qui, lui, maîtrise du coup cette pêche aux subventions. Je dis pêche parce qu'on peut avoir beaucoup d'organismes financeurs. Et donc, du coup, ce chaînon manquant qui n'était pas présent jusque-là, aujourd'hui, apporte quasiment toutes les réponses. Parce qu'en fait, la subvention, elle dépend essentiellement de vos capacités financières à payer. Et donc, c'est quasiment une subvention par individu. Donc, je vous laisse imaginer, si vous avez 300 copropriétaires, et ben, le gars, il faut qu'il aille demander les fiches, les relevés d'imposition de chacun et qu'il puisse justifier auprès des organismes financeurs que j'ai
j'ai une subvention de 2 000, 3 000 ou 10 000 euros. Voilà. Juste sur les subventions, on s'est aperçu que en fait, les travaux qui étaient les plus subventionnés, c'était forcément ceux dont le gain était énergétiquement le plus attrayant. Et donc, à plusieurs reprises, quand on fait des scénarios, justement avec le raccordement au chauffage urbain, par exemple, donc celui qui coûte le plus cher, eh bien au final, ce qui coûte le plus cher en termes de travaux, j'entends bien, en termes d'investissement, eh ben, c'est le mieux financé à la sortie. Et le copropriétaire, c'est dans ce scénario-là qu'il a le moins de sous à sortir. Donc en fait, le montant de travaux, il n'est pas directement lié sur chaque opération aux subventions qui lui sont allouées. Donc une fois de plus, un bâtiment, un scénario et des subventions différentes. Et donc, ça, c'est intéressant ce que vous venez de souligner. Les travaux les plus chers sont parfois mieux subventionnés, donc finalement, un reste à charge plus faible. Exactement. Quand vous avez un exploitant qui cherche à s'installer et à développer son chauffage urbain dans une ville, en général, il est capable quand il vient de s'installer, de faire des bons tarifs. Merci Thomas Rébert. Donc on le voit vraiment, un marché qui s'ouvre de façon plus large pour la maîtrise d'œuvre, et notamment les économistes, mais pas que. On verra avec vous ensuite, monsieur Boulkov, pour l'UNSFA. Mais avant de vous faire parler, je voulais donner la parole à Alain Chouga. Vous êtes directeur économique directeur des affaires économiques à l'ACAPEB. L'ACAPEB, donc la Confédération des artisans, très positionnée déjà aujourd'hui sur les travaux de rénovation énergétique, notamment dans le diffus. Est-ce que vous vous intéressez, vous déjà, à ce marché de la copro? Est-ce que vous trouvez intéressant aujourd'hui, dans cet objectif de massifier, de vous rapprocher des équipes de maîtrise d'œuvre? Comment vous abordez aujourd'hui ces défis de la massification? Bonjour. Effectivement, c'est un marché qui est important et qui va s'ouvrir, le marché de la copro, véritablement avec tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc c'est un enjeu excessivement important pour nous. Et la question de travailler avec d'autres acteurs de la filière, les économistes de la construction, les architectes, et donc c'est primordial pour 3 raisons. La première, je crois qu'on se ressemble. On a des petites unités, globalement, en général, je généralise, tout le monde, des structures plus importantes, mais globalement, on a des unités économiques, des modèles économiques qui se rapprochent. La deuxième, c'est qu'on maille le territoire. Et la troisième, c'est qu'on est globalement compétent. Donc si on additionne ces 3 éléments-là, on devrait pouvoir dire que nous sommes des structures, un des moyens, il y a d'autres moyens de faire de la rénovation, mais un des moyens importants en France pour faire de la rénovation. Donc jusqu'à maintenant, on les faisait avec des stratégies un petit peu séparées, même si on travaille ensemble. Et aujourd'hui, on se dit que, et vous l'avez implicitement introduit, on se dit qu'il va falloir s'organiser peut-être davantage, puisque les marchés vont évoluer. On a parlé de la copro, ils vont être plus importants et probablement se complexifier. Donc on va avoir le champ de la rénovation est en pleine expansion, pour plein de raisons. Il y a un retour à bien habiter chez soi, il y a la Covid a laissé là, des opportunités pour travailler chez soi, il y a la société inclusive et donc la mise en accessibilité des logements. Il y a bien sûr la rénovation énergétique avec davantage d'efficacité énergétique. Et puis maintenant, on parle de décarbonation. Donc on voit bien que la rénov', c'est tout un champ de solutions, en tout cas d'opérations à conduire, qui sont à la fois plus importantes et plus complexes. Et la complexité, nous, entreprises, on ne peut pas la régler tout seul. On a besoin de travailler donc, avec une maîtrise d'œuvre qui est performante, présente partout. Et on se pose la question de savoir, c'est une réflexion, comment on travaille déjà ensemble, mais comment on pourrait davantage travailler et mieux travailler ensemble. Et on se dit peut-être qu'il pourrait y avoir, évidemment, il faut des chantiers dont l'économie puisse financer des maîtrises d'œuvre, des réalisations d'entreprises, etc. Donc pour certains chantiers. Et on se dit, il y aurait peut-être des stratégies d'alliance à mettre en place pour pouvoir mieux répondre à ces enjeux de rénovation et à trouver des solutions plus intégrées, où on aurait donc un champ plus rapproché entre la conception et la réalisation. En gros, on sortirait d'une forme de taylorisation, entre guillemets,
où on aurait d'une façon horizontale une organisation entre ceux qui conçoivent, ceux qui réalisent, sachant que ceux qui réalisent seront toujours pour nous c'est un peu les pilotes, les coordinateurs, etc. Donc nous, on est là en complément pour la réalisation. Et cet échange-là devrait nous permettre de mieux aborder ces nouveaux enjeux qui vont arriver en matière de rénovation en copro, mais pas que. On peut, à la limite, on peut même raisonner comme ça pour les marchés publics. Hein. Donc il est important que nous puissions mieux travailler ensemble et sans doute que nous puissions réfléchir à comment on peut mieux co-construire la rénovation. Parce que du coup, on aurait là un champ d'expérimentation tout à fait intéressant. On travaille d'une façon informelle, mais peut-être faudrait-il le formaliser. À titre, nous, on a commencé à réfléchir à un outil, c'est qu'un outil, mais une application, qui permettrait à des entreprises, avec 3 fonctionnalités, de pouvoir dire, tiens, moi j'apporte un chantier, je vais pouvoir mettre à disposition auprès d'un annuaire, d'entreprise volontaire, la connaissance de ce chantier qui va être apporté. Après, il pourrait y avoir un deuxième niveau de fonctionnalité où on pourrait échanger des informations type WhatsApp, par exemple. Et puis un troisième niveau de fonctionnalité où on aurait des conventions de co-traitance, bien sûr sécurisées, pour pouvoir travailler ensemble. Et même prévoir une signature électronique pour finalement signer ces engagements de co-traitance pour travailler ensemble et du coup arriver à finalement être beaucoup plus performant, beaucoup plus agile en introduisant le digital. Donc finalement, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est qu'il existe sans doute une innovation organisationnelle à avoir entre nos professions pour pouvoir attaquer ces marchés qui vont un peu futurs et dont on a, nous, besoin en rénovation. Bien sûr, on a grandement besoin des économistes de la construction, des architectes. Et c'est vrai que c'est un champ qui est tout à fait ouvert. Et je crois que certaines statistiques de la COS et de l'INSEE montrent qu'on va avoir besoin de plus de 70 000 personnes dans les 10 ans à venir dans la rénovation. Et si on suit la stratégie nationale bas carbone, plus de 120 000, je crois. Donc on voit bien que là, il y a des projections qui ne sont pas anodines et qui sont sans doute des marchés pour nous. Alors formaliser les collaborations, mais en les sécurisant, vous le disiez, quelle forme ça peut prendre d'un point de vue juridique, d'un point de vue groupe, on s'était parlé, je crois, de groupement momentané. Quelle forme ça peut prendre aussi d'un point de vue assurantiel? Est-ce que vous réfléchissez un peu à toutes ces questions? Oui, on a réfléchi à cette question-là, bien sûr. Nous, on a, sur le plan juridique, on a sécurisé ces conventions de co-traitance pour que les entreprises puissent travailler entre elles. Évidemment, on a pu faire des extensions de police d'assurance dans certains cas parce qu'on a un mandataire commun, on a un capitaine d'équipe pour pas qu'il fasse de maîtrise d'œuvre, justement, mais on a bien sécurisé pour qu'il reste sur ce champ-là. Mais rien n'empêcherait demain de pouvoir réfléchir avec les économistes de la construction, avec les architectes, pour pouvoir faire un élargissement de ces conventions de co-traitance et de les sécuriser. Et bien sûr, on aurait internalisé, du moins, dans ce groupement momentané d'entreprise, qui n'est ni plus ni moins qu'une signature de co-traitance. J'écris ce que je vais faire. Et j'essaie de faire ce que j'ai écrit, en fait, entre nous. Hein. Donc, ce n'est pas une structure juridique, ce n'est pas une personne morale, à ne pas confondre avec le GIE. C'est simplement de dire on a signé au bas d'un parchemin le fait qu'on va travailler ensemble sur tel chantier pour telle durée. Et puis, chacun est responsable de ses lots. Donc, on n'est pas dans quelque chose de contraignant au sens de l'engagement. Chacun conserve ses responsabilités respectives. L'entreprise n'a pas à déborder sur la conception. Il y aura un économiste de la construction, il y aura un architecte. Donc les jeux d'acteurs sont très clairs. Et l'avantage pour le maître d'ouvrage, c'est qu'il aura un interlocuteur unique et probablement l'économiste de la construction et l'architecte. Donc c'est aussi au bénéfice du maître d'ouvrage. Il n'y a pas une réflexion. Alors, pour l'instant, c'est un début de réflexion. C'est sans doute comment dirais-je, oui, c'est sans doute une recherche d'innovation à travailler à plusieurs pour pouvoir, toujours au bout, in fine, de satisfaire le maître d'ouvrage. Et je crois que vous réfléchissez aussi à la question de la gestion, du management de ces projets, que vous avez des formations expérimentales en cours, c'est ça? Alors évidemment, ça veut dire qu'à partir du moment où on travaille ensemble, il faut apprendre un peu à travailler ensemble. C'est sans doute pas, alors c'est important la question que vous posez, parce que c'est sans doute pas tant la compétence intrinsèque des acteurs, on suppose qu'ils sont compétents pour la plupart, que le type d'acteurs. C'est-à-dire que c'est plutôt des gens qui auront envie de travailler avec les autres et de formaliser à un moment donné, pas toutes les opérations, mais à un moment donné, de formaliser, de ne plus être dans une démarche informelle, mais formelle avec des conventions de co-traitance, pour pouvoir
comment dirais-je, bien mener un projet. Et celui qui n'a pas envie il faut s'acculturer à l'autre. Voilà. Il faut avoir envie, c'est un certain profil. Toutes les entreprises n'auront pas cette envie-là, tous les économistes de la construction n'auront pas cette envie-là, tous les architectes non plus. Donc ça correspond à un certain profil de s'acculturer à la profession de l'autre pour travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, on avait imaginé quelques outils très simples de coordination, et c'est peut-être de se former ensemble. Ça peut être un webinaire, un MOOC, pour architectes, ministre de la construction, entreprise, c'est pas très long, pour pouvoir se dire, bah, tiens, il y a un certain nombre de choses qu'il faut que nous ayons en tête pour pouvoir travailler ensemble, surtout qu'on ne l'a jamais fait, ou alors on l'a fait d'une façon très informelle, et que là, il faut formaliser. On a intérêt à se mettre peut-être un guide de bonne pratique et comment dirais-je, de le partager pour pouvoir bien le reproduire. Et là, il s'agit bien de conduite de projet, parce que c'est une action collective, d'autant qu'en rénovation, c'est toujours l'histoire d'une aventure. On ne sait jamais vraiment où on va aller, jusqu'où on va aller. Donc, il y a intérêt à avoir des articulations efficaces entre la conception et la réalisation. Donc, c'est l'occasion aussi de renforcer les interfaces entre ces professions-là. Alors maintenant, c'est un défi, c'est une idée, c'est une réflexion, c'est une action qui est en gestation, mais on a 10-15 ans devant nous, probablement d'opportunités. C'est peut-être maintenant qu'il faut prendre le train, quoi. D'accord. Donc des initiatives à suivre, on va dire, en tout cas pour... on peut en parler. Voilà, pour apprendre à faire travailler ensemble entreprise et maîtrise d'œuvre. Jean-Michel Voulkov, j'aimerais vous faire réagir à ces idées. Donc vous êtes, vous, président de l'Union nationale des syndicats français d'architectes, de l'UNSFA. Je crois d'ailleurs que vous travaillez, vous avez des projets, hein, je crois d'ailleurs avec la CAPEB, vous pourrez peut-être nous en parler un peu plus. Enfin, comment vous voyez de façon générale cette nécessaire collaboration qui a été évoquée plusieurs fois pour à la fois massifier la réno et s'attaquer peut-être à des marchés un peu plus ambitieux ensemble sur voilà, des grosses copros. Comment vous voyez un peu ces défis de collaboration? Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je rejoins et on a fait une séance de travail avec Thomas, on a discuté d'un certain nombre de sujets il y a quelques temps, il y a quelques mois, avec Alain aussi, où l'on se rencontre aussi à la CAPEB. Le marché de la rénovation, de toute façon, il est devant nous et il faut le prendre. Il n'y a pas 36 solutions. Simplement, quand on voit aujourd'hui l'évolution des différentes colorations politiques dans les municipalités, on voit quand même une chute de la construction neuve. Donc il ne faut pas se tromper sur les choix stratégiques que l'on a à faire pour nos entreprises, parce qu'on est quand même aussi des chefs d'entreprise et il faut qu'on conduise nos entreprises vers un certain nombre de marchés et une certaine profitabilité. Alors ça peut être pas habituel pour un architecte de parler de profitabilité, mais à un moment, il faut qu'aussi nos entreprises, elles survivent et elles passent ces effets de crise que l'on a actuellement, effet de crise à la fois avec la guerre en Ukraine, effet de crise avec l'inflation sur le coût des matériaux, le report des opérations. Donc il y a un certain nombre de positionnements à avoir et de positionnements stratégiques donc, pour nous. Le marché de la rénovation, bien évidemment, il est à prendre. Il est déjà en cours de toute façon et on a déjà répondu sur un certain nombre d'opérations. Ce qui change un peu, c'est peut-être, et je rejoins tout à fait Thomas, c'est le processus reste le même sur chaque opération. Par contre, chaque opération est unique et il va falloir s'allier avec d'autres compétences qui soient à la fois des compétences liées au type d'opération. On est sur des opérations en site occupé en permanence. Donc, ce qui veut dire site occupé, ça veut dire qu'un management de projet particulier, des méthodes collaboratives aussi de partage d'informations avec les copropriétaires, avec les syndics et avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. L'équipe de maîtrise d'œuvre, bien évidemment, architectes, économistes, bureaux d'études, OPC. Et c'est là où, Alain Chouguet a tout à fait raison, il y a aussi des compétences de management à développer. Donc, marché de la rénovation, oui, il faut y aller, mais il faut s'entourer et se former sur un certain nombre de sujets sur lesquels on n'a pas été forcément préparé dans les années précédentes. Donc, compétences que vous pensez plutôt développer au sein de vos équipes, hein, c'est pas ou ce sera des nouveaux métiers à développer, comment vous voyez ça? Il peut y avoir les deux solutions. On est à la fois sur de la compétence externe que l'on peut sourcer pour développer nos marchés, et bien évidemment de la compétence interne qu'il faut développer. Je veux dire, on a des obligations de formation, on a une profession encadrée, on a des obligations de formation.
Quand on voit aujourd'hui le panel de formation que l'on a à notre disposition, on développe de plus en plus des opérations avec des formations de management, de projet, de conduite d'opération qui sont applicables dans le cadre de la rénovation. Donc c'est un mixte des deux. De toute façon, il faut se sourcer de deux manières. Vous parliez de profitabilité. Jusqu'où on peut descendre, jusqu'à quelle échelle de projet on peut descendre pour que ça reste intéressant pour une équipe de maîtrise d'œuvre d'intervenir et pour que ça reste accessible aux maîtres d'ouvrage. Je vous dis ça avec une arrière-pensée, parce que je sais que vous avez développé au sein de l'UNSFA une association qui s'appelle les architectes de la rénovation, qui justement s'intéresse à cette question du financement pour pouvoir mener des projets de rénovation sur des budgets très courts. Hein. Donc, jusqu'où on peut descendre et comment est-ce qu'on peut arriver à financer de la rénovation là où il n'y a peut-être pas de logique d'échelle, quoi. Alors, effectivement, on a développé une association qui s'appelle les architectes de la rénovation, les ADLR pour faire court, on a plein d'acronymes dans nos métiers, les ADLR, mais qui est surtout axée sur la rénovation des logements individuels. Effectivement, par transposition, elle se positionne sur des copropriétés, sur des petites copropriétés, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes compétences parce que dans le cadre des ADLR, on a même mis au point un contrat avec notre compagnie d'assurance, la MAF, où ce que disait Alain tout à l'heure est tout à fait juste, on est même ensemblier sur l'opération, c'est-à-dire qu'on propose un contrat au maître d'ouvrage, qui est un particulier, parce que c'est des rénovations énergétiques qui vont à 10, 15 000, 20 000 euros, donc sur du particulier. Donc on n'est pas sur des gros montants, mais on a un contrat unique dans lequel on a à la fois le marché de l'entreprise et le marché de l'architecte. Ce qui est donc, il y a un interlocuteur unique pour le maître d'ouvrage. Alors cet élément-là, il existe et il fonctionne pour le particulier. Pour la copro, ça peut se développer. Il faut regarder effectivement quelles sont les modalités et quels sont les mécanismes que l'on peut mettre en place. C'est pas la vérité. Comme tout, je pense qu'il faut garder de l'adaptabilité, il faut garder de la souplesse. Et le marché de l'ensemblier, effectivement, ou du contractant général, ne doit pas être forcément la règle et on ne doit pas se focaliser sur ce sujet-là. C'est un des sujets, mais qu'il faut développer parce qu'il répond à un réel besoin. Après, dans le cadre du financement, je pense qu'il nous manque souvent, et là je me tourne peut-être plutôt vers la FNAIM, souvent de l'ingénierie financière. Il faut adapter les projets, il faut les financer, il faut les positionner aussi avec la solvabilité de chacun des copropriétaires. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et ça me fait rebondir aussi sur le fait qu'il faut avoir une idée que ces projets de rénovation vont s'inscrire dans un temps long. On n'est pas sur du one-shot et que l'on gère en quelques mois. Un projet de rénovation, et vous le savez tous, c'est des études, des appels d'offres, quelquefois une remise en cause de l'appel d'offres parce que les prix ont varié, des réindexations, des votes, des reports d'assemblée générale. On l'a vu avec le Covid, on s'est pris 2 ans de report d'assemblée générale et je connais même une copropriété qui depuis 3 ans n'a pas d'AG, donc c'est même encore plus problématique. Mais c'est un cas particulier. Il faut s'inscrire dans le temps long. Ce qui veut dire que pour nos entreprises aussi et pour notre stratégie de développement dans ces marchés-là, il faut qu'on ait une vraie réflexion sur nos contrats. Vous l'avez tous vu avec la maquette numérique. La façon dont on ventile nos honoraires commence à changer. On charge un peu plus la partie étude de la partie chantier parce que le travail sur la maquette numérique est un travail conséquent qui demande en termes de temps un peu plus de temps que ce qu'il était quand on travaillait en 2D. Je pense que sur la rénovation énergétique, il faut qu'on ait ces mêmes réflexions en disant la partie étude, il faut la surpondérer parce que la phase réalisation, elle se passera peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et ça, il faut le faire comprendre aussi à nos maîtres d'ouvrage. Les équipes de maîtrise d'œuvre, il n'y a pas de souci, mais le faire comprendre à nos maîtres d'ouvrage. Et on en a discuté avec la FPI, on en a discuté avec l'USH pour assimiler le fait que ce temps des études, il se rémunère de façon plus forte que ce qu'il est aujourd'hui, simplement parce que la temporalité n'est pas la même. Juste pour vous rebondir sur ce que disait sur Thomas Reber tout à l'heure, qui témoignait pour l'intègre d'un bel afflux de projets déjà de rénovation, en tout cas pour lui, économiste de la construction, et de façon générale pour pas mal d'économistes. Est-ce que vous constatez la même chose au niveau des architectes, un boom de la demande ces derniers mois, ces dernières années, ou est-ce que vous l'anticipez Oui, déjà, on voit un gros changement sur la ventilation marché public, marché privé.
Globalement, on était sur 50-50, 50 publics, 50 privés. Aujourd'hui, le marché public a baissé aux alentours de 35-38, donc avec une remontée, ou du moins une surpondération sur les marchés privés. Et dans ces marchés privés, il y a effectivement le marché de la rénovation. Quand on voit en région, et je suis même architecte en région Rhône-Alpes, donc je vois mes confrères et j'en discute avec mes confrères. Aujourd'hui, le marché privé et le marché de la rénovation, ça monte jusqu'à 20-30% du chiffre d'affaires des agences, ce qui n'était pas le cas, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Oui, alors peut-être aussi une baisse des marchés publics qui sont liés au fait qu'il y a eu beaucoup d'efforts déjà faits du côté des acteurs publics. Je me tourne vers vous, du coup, Nicolas Prudhomme, pour l'USH. Vous êtes donc directeur de la maîtrise d'ouvrage et des stratégies patrimoniales de l'Union sociale pour l'habitat. Donc, votre organisation représente des bailleurs sociaux qui, comme on vient de le dire, ont fait beaucoup d'efforts ces 10-15 dernières années sur la rénovation. Ça vous donne quand même un gros retour d'expérience sur cet enjeu de massification, peut-être même sur cette approche industrielle de la rénovation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en retour d'expérience? Comment vous, en tant que maître d'ouvrage professionnel, vous abordez cet enjeu de la massification? Qu'est-ce que vous pouvez apporter peut-être à nos... Alors, on est effectivement finalement l'autre face de la FNAIM, puisqu'on est sur des volumes de logements qui sont sensiblement équivalents. Le logement social, aujourd'hui, chez nos adhérents, représente 5 millions de logements. Donc voilà, on est sur des volumes qui sont à peu près équivalents. Et effectivement, on a une pratique de la rénovation énergétique et de la rénovation du parc. De la rénovation énergétique et de la rénovation du parc depuis un certain nombre d'années, qui nous a permis en fait de prendre de l'avance. Mais surtout, on a joué de nos forces. Nos forces, c'est d'être en monopropriété. Alors là, ça change quand même tout, et avec des maîtres d'ouvrage professionnels. Donc, notre ambition aujourd'hui, qui est l'ambition de notre présidente, Emmanuelle Cos, c'est aujourd'hui de se positionner comme une locomotive de la rénovation énergétique, c'est-à-dire d'être en capacité d'influencer l'ensemble du marché pour que la première inertie finalement soit vaincue, l'inertie qu'on évoque, puisqu'on parle de début, de développement, on voit les frémissements, enfin j'ai entendu un petit peu tous ces mots, donc on est là pour aider, accompagner l'ensemble du marché du logement dans la mise en œuvre de cette rénovation énergétique. Alors, si je vais un petit peu plus loin et qu'on essaie de parler de transfert, la première chose, c'est de bien poser le problème. Vous voyez, vous avez une équation, parce que ça s'appelle accompagner la rénovation énergétique, une opportunité pour les équipes de maîtrise d'œuvre, point d'interrogation. Et moi, j'ai appris dans mes cours de physique qu'une équation qui était bien posée était à moitié résolue. Donc, le premier transfert que je peux peut-être faire aujourd'hui avec vous, c'est de prendre les chiffres du logement social. Donc, nous, notre force aussi, c'est potentiellement d'avoir des chiffres. Et vous allez voir la complexité. Donc, c'est que des règles de 3, des choses comme ça. Mais vous allez voir les chiffres et quand on les projette, vous allez comprendre tout de suite l'enjeu. 5 millions de logements, on a à peu près 1,3 million de passoires énergétiques. Quand je dis passoires énergétiques, c'est jusqu'à l'étiquette E, c'est-à-dire le sujet d'essence. Je vous donne des chiffres qui sont les anciens DPE, puisque vous avez vu la visibilité qu'on a sur les nouveaux DPE et les volumes qu'on doit produire, et des chiffres aussi financiers qui vont être ceux constatés finalement avant la guerre en Ukraine et donc avec une inflation qui était un petit peu plus faible, voire presque beaucoup plus faible, qui était de l'ordre de quelques pourcents. Donc 5 millions de logements, alors ça va de 1,3 million, 1,5 million de logements qui sont des logements qui seront indécents en 2034. Aujourd'hui, notre rythme de rénovation énergétique, c'est 105 000 rénovations par an, avec une aide substantielle qui est le plan de relance. Ça fait 20 000 rénovations à peu près financées en plus. Donc 105 000, c'est des choses qu'on sait faire, qu'on sait financer, et que le tissu en face des entreprises et des maîtres d'œuvre sait prendre en charge. À ce rythme-là, on est capable, s'il n'y a pas d'augmentation substantielle du nombre de passoires énergétiques, d'atteindre les objectifs de décence de 2034, c'est-à-dire d'avoir évacué l'ensemble des étiquettes E, F, G. Petit souci, c'est que quand on mène ces actes de rénovation énergétique, 70% des rénovations amènent à des étiquettes C ou D. Et donc, 30% restants en A ou B. Ce qui veut dire que dans le travail qu'on effectue aujourd'hui de sortie de l'indécence par le biais de l'augmentation de la performance intrinsèque du bâti, on est en train de fabriquer du stock de C et D de façon conséquente, 70% des transformations. Ce qui veut dire que si on continue à travailler de façon sérielle comme on le fait aujourd'hui, on va se retrouver en 2034 à se poser la question de l'étape suivante, qui est celle de la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire le zéro carbone net en 2050. Et comme on a fait croître gentiment notre stock de C et D,
on se retrouve avec un stock assez conséquent dans les 4 millions et des poussières de logements à traiter sur les quelques années qui restent. Donc on va passer à un rythme qui tourne plutôt dans les 250 000 rénovations par an. Alors vous voyez le gap, si on s'amuse à faire ça en sériel, passer de 105 000 rénovations à 250 000 rénovations, les financements, la capacité des équipes de maîtrise d'ouvrage, la capacité des équipes de maîtrise d'œuvre, la capacité du tissu en face des entreprises. Dès à présent, il faudrait tourner à 150 000, 155 000 rénovations par an. Et quand je parle de rénovation, ce n'est pas le changement d'une chaudière. On est déjà sur des choses un peu plus costauds. Et si on reste en fait sur le rythme actuel, à 105 000 rénovations, pour vous donner une idée, on atteint le zéro carbone net en 2070. Et vous vous doutez que en 2070, les rénovations qu'on aura menées en cours de route sur le pan, par exemple, énergétique, ne seront plus, je dirais, en corrélation avec l'état du logement, qui va nécessiter de toute façon des réhabilitations autres sur la qualité d'usage, etc., etc. Donc on voit que la façon de l'appréhender, la rénovation énergétique aujourd'hui, quand on se demande est-ce qu'il y a une opportunité, j'allais dire avec les chiffres que je vous donne, je crois qu'il y en a une. Quand vous prenez le chiffrage financier, ça c'est toujours intéressant aussi, on parle d'opportunités, vous êtes des entités économiques, alors le chiffrage financier, quand on prend les chiffres dont on dispose avant inflation, le coût simplement pour le parc social de la transformation du parc vers la stratégie nationale zéro carbone, c'est 300 milliards d'euros. C'est-à-dire que de maintenant à 2050, il nous faut 300 milliards d'euros de dépenses en rénovation énergétique. Voilà. Donc à nouveau, si vous posez la question de est-ce que c'est une opportunité, je vous laisse trouver. Et je ne parle que du logement social. Donc vous imaginez ce qui se passe du côté plus atomique, finalement, quand je dis atomique, c'est au sens de l'unité, la petite unité des copropriétés de l'autre, donc le reste du parc de logement, avec la difficulté d'accès, etc., etc. Et donc les masses financières que ça représente et les attentes que ça représente en volume de production. Donc votre équation, en fait, c'est celle-là. Nous, côté logement social, on est là en fait, pour partager ce qu'on sait faire, donc parce qu'on a cette capacité de monopropriété, de maître d'ouvrage professionnel. Vous voyez, simplement en faisant ce calcul, on est à peu près les seuls à faire ce calcul. Il n'existe pas pour le parc privé, donc si vous dites on prend la même chose en pire, et puis vous rajoutez en plus les étiquettes de DPE qui sont un peu accentuées, vous rajoutez l'inflation, donc vous prenez tous mes chiffres, vous voyez un petit peu comment ça tape, c'est comme ça qu'on peut dire. Et donc nous, notre posture aujourd'hui, c'est de dire ce qu'on peut fabriquer au niveau industriel, on va essayer de le transmettre. C'est massifier. Donc il faut massifier. Très clairement, si on fait des actes individuels, etc., ça ne marche pas. Et donc ce qu'on est capable de massifier, on le fabrique avec les maîtres d'œuvre. On ne l'invente pas. C'est les maîtres d'œuvre même qui nous l'inventent. C'est les industriels derrière qui les inventent aussi en partie par des nouveaux produits. Donc ce qu'on va fabriquer, nous, avec les maîtres d'œuvre, dont vous faites partie, après, votre responsabilité, c'est de prendre ce savoir-faire et de trouver le bon process pour le transmettre vers une autre cible qui est celle, effectivement, du collectif privé ou de l'individuel privé. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'on dispose de moyens qui sont conséquents. On a toujours été plutôt réputé dans l'innovation, on soutient bien l'architecture dans ces domaines-là notamment. Donc on est là aussi pour pousser les industriels en leur mettant des limites, des deadlines, etc., pour avoir une production qui correspond aux attentes, parce que sans innovation, vous voyez les chiffres que je vous donne, ça va être très 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 compliqué. Et puis dernière réflexion, on parle de rénovation énergétique, alors vous voyez bien qu'avec les durées dont on parle, ça ne peut pas être que des rénovations énergétiques. Nous-mêmes, nous sommes déjà dans des dispositifs, des réflexions où on embarque la rénovation globale, on réfléchit à la transformation même typologique, la réversibilité des logements, etc. En disant maintenant, quand on agit avec des très très grosses réhabilitations visant du A et du B. Et quand on vise du A et du B, on prend tout le pack, on met beaucoup d'argent, 100 000 € au logement en moyenne. Mais par contre, on refait tout et on redonne 50 ans d'espérance de vie au bâti. Donc ça veut dire qu'on sélectionne un petit peu comme dans le couloir des urgences entre le bâti qui de toute façon doit être reconstruit parce qu'on ne sera pas en capacité de le faire monter aussi haut à coût raisonnable, le bâti qui doit avoir une seconde vie ou parce qu'il a une importance architecturale, historique, une inclusion dans un centre urbain, etc., où là on va mettre des moyens, mais en révisant donc l'espérance de vie. Donc ce qui veut dire que le sujet rénovation énergétique, c'est une petite fenêtre de ce qui vous attend et c'est plutôt l'intégration dans des rénovations globales long terme qui redonnent de l'espérance de vie à du bâti. Ça va être ça le vrai sujet de fond, dont un pan important, très important est la rénovation énergétique. Donc nous, on a toutes ces réflexions-là où on a besoin d'innovation, on a besoin de massification. Et puis quand on regarde à nouveau les courbes, vous voyez, on part à 50 ans, quand on parle de 2070, il y a une grande interrogation, c'est qu'on voit bien que l'acte intrinsèque qui consiste à dire je modifie la qualité du bâti, je tends vers la sobriété, ça ne peut pas être que ça. Le DPE a changé en prenant en compte les gaz à effet de serre. L'urgence, elle est climatique. Si demain, on dispose d'un vecteur énergétique qui est bas carbone, décarboné,
bon marché, renouvelable. Je vous pose la question de la sobriété. Est-ce qu'elle est urgente et prioritaire? Je ne suis pas sûr. C'est un autre sujet, c'est un sujet de la sobriété. Mais il y a donc une question de vecteur, c'est-à-dire que quand on parle de 300 milliards d'euros, quand on parle d'horizon 50 ans, quand on parle de chiffres de 250 000 rénovations par an, etc., juste pour le logement social, plus toute la difficulté en face pour la copropriété, ça veut dire que la rénovation énergétique, elle doit aussi penser le vecteur. Donc ce n'est plus simplement des actes sur le bâti, c'est la rénovation globale et c'est les vecteurs. Et les vecteurs, il en existe aujourd'hui qui se développent, le gaz de réseau, chauffage de réseaux urbains, etc., etc. Et puis vous avez tout ce qui peut venir, qui n'existe pas nécessairement, le photovoltaïque qui fait ce qu'il peut, mais on a des problèmes de stockage, donc c'est-à-dire qu'il faut développer le stockage. Et là on retombe sur les deux sujets initiaux, c'est-à-dire l'innovation. Ça manque, très clairement ça manque, et notamment sur les vecteurs énergétiques. Et puis la massification, c'est-à-dire que si on change de vecteur énergétique, comment on massifie? Ça, c'est une grande question, par exemple, pour le logement social qui a été bon élève. Pour avoir de bonnes étiquettes DPE, on a mis du gaz, on a mis beaucoup de gaz. Plus de 65% du parc aujourd'hui en collectif est équipé au gaz. Aujourd'hui, on a une injonction de sortir très très rapidement du gaz sans être vraiment sûr en même temps de pouvoir alimenter en électrique ces logements. Donc quand vous êtes en millions de logements qui doivent changer de vecteur, ça interroge sur les process, les vecteurs qui sont en face, le choix des vecteurs, parce qu'on s'engage aussi à nouveau sur 15 ans, 20 ans, etc. Donc la rénovation énergétique, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est pas nécessairement le renouvellement à l'identique d'équipements modernisés, c'est-à-dire des chaudières gaz à haute qualité environnementale ou autre, c'est aussi la question de l'étude de quelle est finalement la transformation stratégique du logement dans le futur pour qu'il soit adapté à en fait, la chute finale qui est la stratégie nationale bas carbone. Oui. C'est effectivement des pistes de réflexion. J'aimerais juste revenir sur un des points que vous avez abordé, l'intérêt peut-être effectivement de passer tout de suite, de faire monter les logements tout de suite sur des étiquettes A ou B plutôt que de, entre guillemets, faire du rustinage, améliorer un peu, mais revenir peut-être dans 10, 15, 20 ans sur le métier. Ça pose des questions de financement, vous l'avez dit, vous parliez, je crois, d'une enveloppe de 100 000 euros par logement. Comment on peut financer? Comment est-ce que vous, par exemple, à l'USH, vous avez déjà des outils pour financer des travaux de cette ampleur? Alors effectivement, d'une part, bon, c'est une question d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du principe que la totalité du parc peut passer en A ou B. Ça, c'est une aberration, c'est impossible. Vous prenez un immeuble haussmannien, le jour où il est en C, bah, écoutez, on a fait le maximum du boulot, puis voilà, puis c'est réglé. Donc déjà, le A et B, c'est au mieux 50% du parc sur du parc HLM. Je parle bien du parc HLM, qui est un parc récent. Il faut bien le mettre en perspective. On est sur le gros de la construction, en tout cas post-Seconde Guerre mondiale. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de représentatif du parc national, qui joue aussi d'ailleurs en notre faveur sur la qualité du parc quand on parle d'étiquettes. Voilà, au-delà des réhabilitations qu'on a pu faire. Donc passer effectivement à du A et du B, on est sur des coûts qui sont à peu près à 100 000 euros le logement, c'est-à-dire on est dans le coût de construction. Allons directement au but, on est dans le coût de construction. Donc c'est un arbitrage. Et l'arbitrage aujourd'hui qu'on propose au pouvoir public, c'est de dire, quand on est capable de faire ce travail, il y a des externalités positives supplémentaires, notamment sur les déchets, sur le prélèvement des ressources, etc. Puisque ces rénovations très lourdes, eh bien, ça veut dire qu'on conserve les structures porteuses. Et donc en logement, bah, les façades, elles sont conservées, les sous-sols sont conservés, etc. C'est assez différent des bureaux, où on est sur d'autres modes constructifs. Mais en tout cas, en logement, on a des façades porteuses, etc. Donc, quand on est sur des volumes de financement de ce type-là, l'enjeu qu'on propose au pouvoir public, c'est de dire on redonne au moins 50 ans d'espérance de vie au bâti. Ces 50 ans, vous les connaissez parfaitement bien, c'est la convention, c'est-à-dire c'est la durée de vie d'un logement, c'est la durée de vie comptable, c'est la durée de vie dans la RE 2020 pour les calculs d'actualisation. Donc le deal, c'est d'avoir les postes d'intervention qui sont les bons pour garantir 50 ans d'espérance de vie. Ça veut dire que toute l'élec est refaite, que bien sûr toute la thermique, tout ça est refait, etc., que les salles d'eau, les plomberies, tout est refait, que l'assainissement est révisé. Et la contrepartie, c'est de bénéficier des mêmes avantages que le neuf, en tout cas pour le logement social, c'est-à-dire les mêmes règles de défiscalisation et de financement. Alors nous avons des prêts long terme de la Caisse des dépôts à 50 ans, des choses comme ça, qui nous sont extrêmement utiles dans la production neuve, dont on souhaiterait bénéficier, puisque finalement, en travaillant de la sorte par ces rénovations très lourdes, on a un gain, enfin des externalités positives environnementales très fortes. On a des corrections de dysfonctionnement urbain, de dysfonctionnement des logements par leur typologie, etc. Donc des impacts sociétaux, des externalités sociétales positives très fortes. Et donc on est capable de renouveler comme ça une partie du parc à très haute qualité, avec un coût très cher, mais qui nous évite la déconstruction-reconstruction. Voilà. Et ça, c'est l'enjeu. Donc c'est un dispositif qu'on appelle seconde vie, qui est en effectivement négociation aujourd'hui avec les pouvoirs publics et qui va faire travailler les équipes de maîtrise d'œuvre, parce que vous imaginez l'ingénierie
qu'il y a derrière, puisqu'on part finalement d'une coquille avec finalement un paquet de contraintes sur cette coquille, et il y a de l'intelligence, il y a de l'ingénierie, de l'intelligence pour monter en capacité, et puis des études d'arbitrage, puisque quand on va regarder le coût, je parle de 100 000 €, il y aura toujours cette possibilité de se dire, je dois arbitrer entre la déconstruction ou la réhabilitation très lourde, rénovation, etc. Et donc là, bien entendu, tous les conseils, tous les maîtres d'œuvre sont extrêmement utiles, extrêmement puissants. Voilà, on va monter collectivement en compétence sur ce sujet-là, mais on voit, c'est les métiers de demain. Donc à la question, accompagner l'innovation et l'opportunité pour les équipes de maîtrise d'œuvre, j'ai envie de dire, je crois que oui, et je crois que vous avez beaucoup de travail en fait à l'horizon. D'accord, donc pas seulement les copros, mais aussi les bailleurs sociaux, et puis bon... On a un peu moins parlé du diffus, mais ça reste aussi un enjeu. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions pour l'un ou l'autre de nos intervenants? Bonjour, Pierre-Jean Vignac. Je voulais demander, est-ce qu'il va y avoir des budgets pour la maîtrise d'œuvre? Alors, comme vous me regardez, j'en déduis peut-être pour les bailleurs sociaux, c'est peut-être ou de façon plus générale, sinon je laisserai... Dans tous les cas, les bailleurs sociaux et alors, côté bailleurs sociaux, c'est bien l'objet, c'est-à-dire que lorsqu'on négocie des dispositifs spécifiques de financement, de dégrèvement de taxes foncières, etc., comme on a sur le neuf, ça consiste bien à récupérer en fait, des budgets conséquents. Ça veut dire qu'on va chercher effectivement cet argent, et donc de fait, pour les maîtres d'œuvre et les entreprises qui réalisent derrière, puisque ce n'est pas pour nous. Non, mais... Oui, et quand même, dans le logement privé, pardon, on est en face donc, de syndics professionnels. C'est des professionnels, c'est une profession réglementée. Donc les décisions de travaux, justement, ils investissent dans la matière grise en amont, donc notamment pour les études. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Peut-être que le sens de la question, c'est est-ce que les budgets dédiés à la maîtrise d'œuvre en rénovation peuvent s'approcher de ceux qu'on connaît dans le neuf? Est-ce qu'il y a des... J'espère que ce sera beaucoup plus important. Ou plus, bien sûr. Pierre-Jean, pour répondre... Moi, j'ai été très clair sur ce sujet. Je vous ai dit, il y aura beaucoup d'intelligence. On a besoin d'ingénierie, on a besoin de beaucoup d'intelligence, et on a besoin aussi d'avoir des arbres d'arbitrage, c'est-à-dire qu'on va comparer des solutions. Vous voyez, la force du dispositif qu'on essaie de mettre en place, c'est de ne plus avoir un simple arbitrage économique, puisqu'aujourd'hui, il est purement économique pour un bailleur social, c'est-à-dire est-ce qu'il a des subventions d'un côté ou est-ce qu'il n'en a pas. Donc ça oriente quand même. Donc aujourd'hui, une réhabilitation lourde à 100 000 €, elle est sur fonds propres. Quand même pas tout à fait la même histoire que d'avoir un financement à 50 ans de la Caisse des dépôts. Donc l'idée, c'est de effectivement changer complètement de paradigme en se disant j'ai les mêmes capacités de financement des deux côtés, donc mon arbitrage devient un arbitrage durable. C'est-à-dire il est économique, donc là de fait on a une équivalence. Par contre, il reste les deux variables suivantes, c'est-à-dire l'environnement et le sociétal. Et c'est ça qui va faire qu'on réfléchira à choisir une solution plutôt qu'une autre. Et donc, il va falloir les argumenter, ces choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en capacité d'avoir une performance environnementale, une performance sociétale par une transformation de ce bâti, et ça se finance de fait par des études et par le travail des maîtres d'œuvre qui sont en amont. Comme il y aura un groupe de maîtrise d'œuvre, architectes, bureaux d'études, économistes, vous aurez une réponse à vos questions. Pour répondre à ta question aussi, Pierre-Jean, et dans le cadre des copropriétés, il y a des métropoles qui s'investissent assez lourdement dans la réhabilitation thermique de leur patrimoine, entre guillemets, en tout cas de leur territoire. Et je parle de ce que je connais à Rouen. La métropole de Rouen finance à 50% les études de diagnostic, c'est-à-dire qu'un diagnostic qui vaut 10 000 €, la métropole met 5 000 et reste à charge donc les 5 000 autres euros à la charge des copropriétaires. Ce qui fait que toute cette phase de diagnostic, qui est en fait un peu le point de démarrage des réa thermiques, elle est financée à 50% par la métropole. Et donc, il te reste, entre guillemets, que la moitié de ce que ça te coûte réellement à financer. Peut-être une autre question, oui, au milieu de la salle. Merci, bonjour, Gaëtan Fouillou, président du groupement technique français contre l'incendie. Si j'ai bien compris, la rénovation globale et énergétique, telle que vous nous l'avez très bien expliqué, c'est une opportunité pour les équipes de maîtrise d'œuvre. On est bien d'accord. Ma question est peut-être un petit peu stupide, mais pour monsieur et madame Duchemol, la rénovation, élément par élément, l'isolation, le changement de fenêtre, le changement de chaudière, avec des budgets qui sont moins importants que ceux dont vous avez parlé pour les copropriétés, est-ce que cette rénovation élément par élément, c'est aussi une opportunité pour la maîtrise d'œuvre? Alors, on va vous laisser réagir en rappelant peut-être qu'il y a effectivement ce dispositif Mon accompagnateur rénove qui est en cours
qui va arriver, là, qui a justement pour vocation de sortir de la rénovation par élément pour aller sur des démarches globales. Est-ce qu'il y a des réactions dans le panel d'intervenants ? Oui, je vais répondre. Effectivement, c'est une opportunité. Ce que l'on prône aussi bien les architectes, mais aussi à l'UNSFA, c'est qu'on ait une démarche globale et une démarche holistique de la rénovation. Le one-shot, coup par coup, un coup on change les fenêtres et puis le lendemain on isole les tuyaux. C'est vrai qu'on est tous d'accord, ça fait perdre de l'argent à tout le monde, ça fait perdre du temps. Et les copros, si c'est repassé pour 5 années des décisions de copropriété, pour à chaque fois des petits bouts de rénovation, c'est pas bon. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi du positionnement, de la valorisation des études. Il y a une copro, il doit y avoir une démarche globale qui est faite dessus de rénovation globale de la copropriété, avec un financement et un financement des études qui vont avec. Après que le chantier se fasse par thème ou par tranche, ça peut arriver. Mais il faut que la démarche soit globale sur l'ensemble de la copropriété pour une rénovation générale. Est-ce que votre question portait plutôt sur le diffus? C'est ça que j'avais compris. Et sur le diffus, alors sur le... Juste en complément de ce que vient de dire mon voisin, on peut imaginer la rénovation globale avec un parcours. Il y a la rénovation globale ici et maintenant une seule fois, celle qu'on a tendance à privilégier parce que c'est plus efficace, mais on s'est occupé aussi, comme tu le disais, mais il y a aussi la possibilité de faire une rénovation globale par le biais d'un parcours. Et là, de toute manière, on sera obligé d'obéir à l'approche globale, même si c'est en parcours, même si le financement est sécable, et qu'au bout, on aura les mêmes obligations. Et en plus, n'oublions pas qu'il va se mettre en place le carnet d'information du logement. Donc c'est aussi quelque chose qu'on pourra aussi, comment dirais-je, auquel on pourra se rapprocher pour pouvoir conduire. Et donc là aussi, la réglementation élément par élément ne pourra pas échapper à cette logique globale pour pouvoir faire de l'efficacité. Disons que l'élément par élément, c'est un petit peu ce qu'on a connu il y a quelques années, parce que malheureusement, il y avait aussi une base de calcul qui était peut-être faussée. C'était le fameux temps de retour sur investissement, qui permettait à beaucoup de personnes, quelque part, de positionner certains matériels en trouvant un élément de rationalisation. Une rénovation globale, alors quel que soit le niveau, il y a de la performance énergétique, pardon, il y a aussi de la performance immobilière. Ça veut dire qu'on a un niveau de performance, en effet, renouvelé, un niveau de performance énergétique, mais quelque part aussi, je suis désolé, le bien qui a été totalement rénové a une qualité de service qui est différente dans son marché. Et ça, on commence à l'intégrer sous le beau terme de valeur verte. Mais quelque part, il y a en effet la valeur verte, environnementale, énergétique, et aussi il y a des biens qui étaient complètement obsolètes et qui se retrouvent, pardon, mais je dirais sur les top podiums des ventes en cas de transaction. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, et avec l'élément par élément, malheureusement, on n'y arrive pas. Peut-être une dernière question dans la salle? Oui, non? Personne? Bon, mais il me reste à remercier nos intervenants pour la qualité de leurs interventions et à vous donner rendez-vous à tous. Donc, enfin, il y a d'autres rendez-vous intègres, je crois, avant, mais au côté débat, à 16h, donc on a un grand débat avec pas mal de présidents de fédérations du bâtiment. D'ailleurs, on va vous retrouver, je crois, Monsieur Voulkov, pour ce grand débat. On aura également le plaisir d'avoir le président de la FFB, notamment. Et surtout, en introduction de ce grand débat, je pense que ce qui serait intéressant pour vous, c'est de découvrir, pas tout à fait en avant-première, mais c'est quand même, je pense, une des premières fois qu'elle est présentée de façon publique, les grandes lignes de la stratégie française énergie-climat. La SFEC qui doit guider, en gros, la feuille de route nationale pour l'adaptation au changement climatique d'ici 2050. Donc, rendez-vous à 16h pour poursuivre nos réflexions. Merci à tous.